A plus, A plus, A plus, A plus. Bienvenue chez vous sur A+, on est ravis de vous retrouver sur cette chaîne des francophones d'Israël. Vous nous regardez sur Anatel TV, mais également sur le site internet anatel.plus. Ce soir, beaucoup d'invités et surtout, on va parler de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. Vous allez voir en troisième partie d'émission. On est ravis de vous voir et surtout de passer une heure avec vous. A tout de suite après le générique. Nous sommes ici ensemble dans le studio de Ovlac pour une heure de divertissement, d'informations pratiques, de culture, avec nos chroniqueurs qui nous ont rejoints. Bonsoir Audrey Nathan. Bonsoir. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dissipé comme ça? Oui, je sais pas. Elle a l'air en forme, je vous le dis, on n'est pas sorti. La couleur, c'est le jaune. Vous allez nous parler de quoi? De changement de vie. Changement de vie? Oui. Ok, dans l'instant, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes chroniques. Bonsoir, docteur Lara. Bonsoir. Comment ça va? Ben, pas trop mal. Oui, Pas trop vous aviez mal. rêvé de la Ligue des Champions. Exactement. Donc, vous allez interpréter les rêves maintenant. Absolument. Hein, on va voir comment interpréter les rêves dans un instant. Bonsoir Jonathan Cohen, docteur Jonathan Cohen, Bonsoir. obstétricien, ça va? Oui, très bien, Vous merci. nous parlez de quoi? De comment bien faire suivre sa grossesse en Israël. Merci, on se voit tout à l'heure et puis bonjour, bonjour. Hello, you. Hello. Je vous ai mis à côté de moi parce que je ne voulais plus que vous repartiez là. ça suffit. Ah ouais, vous me C'était gardez. C'était long quand même, non? Bien sûr, c'était long. 2 mois. Mais d'ailleurs, vous l'avez mise à côté de vous, je vous cite. D'abord, C'est je la ça, retiens, voilà. puis après je vous la Mais parce renverrai. qu'il aime bien quand je viens à côté de lui, parce que je Il a l'embête enlevé un les petit fiches et tout ça. peu, Je le griffouille. Voilà, je le sors de sa zone de Alors, confort. comme ça, il paraît que vous n'aimez pas mes lunettes. Alors, elles sont d'une mocheté. Non, mais vraiment, Mais je connais pas l'histoire, elle Je sait pas suis- pourquoi elle il ne a sait cette pas paire de pourquoi. lunettes. Alors, le racontez-moi pauvre. pourquoi. Non, je la Mais raconterai non, une on autre la fois. racontera une autre Mais fois. bon, moi je me suis fait voler mon vélo avec mes lunettes dedans, quoi. C'est classique Oh, ici. Ça, les c'est amis. une lunette, c'est c'est une paire de ballot. lunettes Ouais. comme Donc ça. c'est spare, mais vous Et inquiétez celle-là, pas. vous voulez pas vous les faire voler? Delphine Botbol, comment ça va? Très bien, Vous allez merci. nous parler de quoi? Alors, des fruits et des légumes. Ah, c'est bien, c'est ça, ça fait... Voilà. J'aime le concret. Je sais, ça voulez vous commencer intéresse énormément. Allez, on y va. D'ailleurs, il n'y a pas une pub comme ça qui dit il faut manger? 5 fruits et légumes par jour. Bravo, vous la Alors, connaissez. c'est vrai, c'est une Alors, recommandation officielle qui correspond en fait à la quantité de vitamines et de minéraux dont on a besoin. Et c'est vrai que parfois, les vitamines et les minéraux, on n'arrive pas à les fabriquer tout seul. Donc, il faut qu'on aille les chercher. Ça dépend des mecs. Hein. Lui, Mais il bien fabrique sûr, tout seul. mais tout à fait. En fait, on va les chercher parce que les plantes, et donc les végétaux et les fruits, eux, avec la photosynthèse, je sens que je perds tout le monde, mais c'est pas grave, ils utilisent beaucoup la lumière. Et les plantes, pour se protéger de la lumière, pour fabriquer leur matière organique, eh ben, elles sont obligées de se défendre contre les ultraviolets. Et c'est ces antioxydants-là qu'elles ont créés qui vont nous intéresser et qui vont protéger nos cellules quand on va les assimiler par la suite. Où est le rapport avec une aubergine là? J'ai pas. Alors, ils sont moins caloriques, c'est pour ça que c'est intéressant d'en manger beaucoup dans la journée. Ça nous cale, c'est plein d'eau et de fibres, donc c'est hydratant. Et surtout, c'est vraiment maintenant lié à la diminution des risques cardiovasculaires et à la diminution de certaines maladies. Par exemple, les carottes, le pamplemousse, ça diminue les cancers plutôt d'ordre digestif. Alors, comment les manger? En fruits, en entier, en jus? Alors, évidemment, je dirais que le fruit est plus intéressant, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, un fruit ou un légume, il a de l'eau, il a des minéraux, des vitamines, il a des fibres et du fructose. Le jus, il a tout sauf les fibres. Donc, c'est un petit peu embêtant et en plus, il faut vraiment le consommer tout de suite ou dans la demi-heure parce que sinon, les minéraux et les vitamines risquent de s'évaporer ou de s'oxyder. Donc, il faut vraiment le consommer rapidement pour avoir tous les bienfaits du fruit. On perd quand même les bénéfices des fibres. Par exemple, c'est vrai que de manger un fruit, ça permet d'accélérer un petit peu le transit intestinal. Ça permet aussi d'absorber le cholestérol. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à manger le fruit mâché, parce que ça fait travailler aussi le système digestif par rapport au jus de fruits. Et pas le fruit mâché, mais le fruit que l'on mâche, qu'il faut voilà, mâcher. qu'il faut mâcher. D'accord, Tout à fait. Et puis, en fait, on dit oui, il faut des jus de fruits, mais par exemple, un jus, c'est 3 oranges, c'est pas une orange, donc forcément, c'est plus sucré, il y a plus de Il y a fructose. cette grande phrase, eat your fruit, juice your vegetables. Exactement. Exactement. Traduction. Et alors la Manger les traduction, fruits et juicer les légumes.
Mais Ah, ok. en fait, le problème des jus de fruits, c'est que ça Y a pas comme un- libère. y a Mais pas comme un excusez-moi, est-ce hamburger, qu'on quoi. peut la renvoyer ou pas? C'est possible dans notre truc? Oui, je voyais dans libère. les yeux de... Moi, Mais je oui, peux Michel, manger des Mais Michel, c'est fruits la vérité. trempés dans le il cherche Nutella, sa je question. Le mange. jus, c'est Embêté. intéressant pour les légumes. Oui, alors c'est vrai. D'accord, donc, ok. Je rebondis Merci, là-dessus. c'est vrai. C'est tout à fait vrai parce que le jus de fruits, en fait, il augmente tout de suite l'index glycémique. Enfin, il fait augmenter la glycémie. Et ces yo-yo de glycémie avec les jus de fruits frais, qui en fait arrivent sans les fibres, donc qui protègent le sucre, ça arrive tout de suite dans le sang et ça fait monter et descendre la glycémie et ça peut éventuellement créer une résistance à l'insuline et un prédiabète. Donc, on mélange avec des légumes ces jus. C'est beaucoup plus intéressant que de manger le jus de fruits pur. Et, la cuisson, par exemple, est-ce que ça les endommage? Alors, c'est une bonne question. Oui, tous les fruits et les légumes qui ont de la vitamine C, par exemple, sont plus fragiles. Donc, ceux-là, moi, je dirais, il faut plus les consommer crus. Parce que la vitamine C, par exemple, comme elle est très soluble dans l'eau, si on bout des carottes, eh ben, on s'est aperçu, en faisant des études, qu'il y avait 23% de concentration de vitamine C dans la carotte, en fait, crue, et plus que 6% dans la carotte cuite. Donc, sur les fruits contenant la vitamine C, j'ai envie de dire, il faut prendre du cru. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont irrités avec le cru, et ça, c'est très individuel. Donc, je dirais un petit peu, chacun fait sa petite tambouille. Il faut savoir que les véganes, ils aiment bien tout ce qui est vivant et tout ce qui est frais. Donc, pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a des enzymes dans les végétaux, et donc dans les fruits et les légumes, qui, quand ils sont consommés crus, nous aident à assimiler mieux les protéines. Donc, quand on cuit, on perd un peu de cette assimilation par les fibres et par les enzymes des protéines. Et puis on nous propose souvent de rajouter des baies de goji, Oui, c'est ça? des baies de Ou goji, du chia, voilà, tout un tas de choses. Alors c'est ce qu'on appelle les super aliments. Nous, je dirais, les scientifiques, on pense que c'est plus marketing que vraiment réel. Après, c'est vrai qu'il y a quelques super aliments un peu intéressants, comme les myrtilles, l'avocat bourré d'oméga 3, le chia, qui crée une certaine satiété. C'est une question d'expérience, parce que vous faites une petite cure de spiruline, vous allez le sentir hein, quand même. Alors, c'est vrai, et la spiruline, je dirais que c'est intéressant de la rajouter 2 heures après le sport. Quand vous prenez un jus de fruits et de légumes avec de la spiruline, vous donnez beaucoup de protéines à votre organisme et c'est à ce moment-là qu'on l'assimile le plus, donc c'est intéressant de faire ça Tu peux après prendre le un sport. prêt à la banque quand même pour faire ça, parce que c'est un prix la spiruline. Je veux dire, Et c'est... attendez, et le bio dans tout ça? Ouais, Parce que le bio, voilà. ça aussi, c'est... Alors, le bio, ça a son intérêt parce que, bon, je sais pas, mais en Israël, c'est vrai que les fruits et les légumes, ils sentent un petit peu quand même ou les pesticides ou les fertilisants. Et c'est intéressant, même si on est un peu en retard en Israël, de manger bio parce qu'on enlève justement tous ces produits chimiques. Comment est-ce qu'on dit bio en hébreu? Parce que énormément de limbradagis disent bio, bio, bio. Non, donc ça se dit organique. Organique, voilà. En Angleterre aussi, c'est organique. Donc bio, c'est vraiment un terme un peu français, je l'avoue. Eh bien, le bio, il est intéressant parce que, donc, dépourvu de tous ces produits chimiques, les produits sont en général de saison. Parce que comme c'est fragile et qu'on n'a pas ces fertilisants et tout ça, eh ben, en général, ce sont des fruits de saison. Donc, ils sont plus chargés en antioxydants dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ils sont plus intéressants, notamment si on mange la peau, on croque un fruit, ou si on prend, par exemple, du basilic et des feuilles et qu'on les rajoute fraîches, c'est mieux. Parce qu'en fait, que ce c'est soit... dans la peau qu'on a et les vitamines et les choses intéressantes, et aussi c'est là que se stockent les pesticides Exactement. et les éléments chimiques. Donc bien laver les fruits quand Exactement. même, bien laver les fruits. Bien laver les fruits de toute façon. On Ouais. parlait des formes de fruits, pardon, chef, mais par exemple la compote, Ouais. le banana split, on en pense quoi tout ça? Ces Alors choses-là. là, déjà entre la compote et le banana split, il y a une Je suis il une y a femme une pleine de ambiance. complexité et de grand Eh ben, écart. voilà. Alors la compote, elle est intéressante parce que le fruit est cuit. Alors dans mes consultations, quand je donne la compote, justement, on me dit que ça ouvre un peu l'appétit. Alors ça dépend, pareil, il y a des gens qui l'aiment bien cuit et puis ça crée une satiété, d'autres crus. Ça n'a pas trop d'intérêt, je dirais, de cuire les fruits, surtout ceux qui sont pleins de vitamine C, mais parfois on les digère mieux, donc on le fait. Quant à la banana split, je préfère ne pas... Ne pas Attention, vous commenter. allez la chauffer là, vous savez pas à qui vous avez affaire. C'est hein. une nutritionniste, elle s'appelle Delphine non, Bonne-Bol. déconne Merci pas. beaucoup. Merci beaucoup. On va passer au docteur Lara. Il faut bien après ça. Ah, il faut y aller parce que on C'est va. un minimum. J'ai trouvé très intéressant la proposition que vous m'avez faite de voilà, comment commenter ses propres rêves, comment les interpréter.
Oh, mais Alors- c'est génial, docteur, ça j'adore. Est-ce que d'abord Vous m'aviez manqué, Judith Mergui. Mais écoutez, je vais vous dire, c'est Il rêvait de vous, en fait. exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel parce que ça, de le proposer, parce que ma mère me gonfle avec ça depuis que je suis née. Analyse tes rêves, et je lui dis, mais comment est-ce qu'on fait? Tu consultes. Alors la première question, ce serait, les rêves ont-ils un sens? Alors, oui, les rêves de ce qu'on pense aujourd'hui ont un sens. Et d'ailleurs, c'est l'entrée de la psychanalyse freudienne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est comme ça que moi je l'explique en consultation aux enfants, qu'il y a un inconscient. Parce que les enfants, ils me disent, bah, tu me dis ça, mais je le pense pas. Alors, si je le pense pas, c'est sûr que c'est pas vrai. Alors, ils peuvent avoir raison, mais c'est aussi possible qu'il y ait un truc dans leur inconscient. Quand on fait quelque chose, quand on a un TOC, etc., qu'on vérifie quelque chose, on sait que c'est fou, on ne sait pas pourquoi on le fait, ça se passe dans l'inconscient. Comment j'explique ça, moi, aux enfants? Donc le banana split, je suis censée m'inquiéter. En termes de banane, c'est possible qu'il faille s'inquiéter. Ou alors que votre mari doit s'inquiéter. Mais sinon, je leur dis, mais il se passe des choses dans ta tête sans que tu sois au courant. Et ils me disent, ah bon quoi? Et je leur dis, bah regarde, le rêve le soir, tu fais des rêves, ouais. Ok, et alors qui est-ce qui invente le rêve? Je sais pas. Quelqu'un vient, il met un DVD dans ta tête et boum, il y a un rêve. Non, je dis, bah alors c'est toi. Ouais, donc c'est toi qui inventes ton rêve. Pourtant tu dors, tu fais pas exprès, tu choisis pas. Et voilà. Et donc il y a une activité intelligente, très puissante, pendant qu'on dort et qui exprime des choses. Et donc Freud a dit, voilà, c'est la preuve qu'il se passe des choses dans l'inconscient, ok, et que c'est pas juste une marmite sans sens qui se viderait, ok, mais que c'est l'expression primitivement d'un désir, ok, qui a été refoulé, réprimé, qui n'a pas pu être obtenu et qui va se faire la nuit. Et puis après, on grandit et les rêves se complexifient. D'ailleurs, les rêves des enfants, c'est très mignon. Si vous punissez votre gosse de dessert, ce que moi je ne fais jamais, mais je sais que Delphine le fait énormément, et ben, ils vont rêver le soir qu'ils ont mangé le dessert. Parce qu'ils vont satisfaire ce qui leur manque. Qui nagent dans une piscine de banana split. Exactement. Et donc, en fait, il y a des phrases comme ça que j'adore et qu'on utilise beaucoup en psychanalyse. Le rêve est le gardien du sommeil. C'est-à-dire, c'est grâce au rêve que je vais pouvoir dormir et que ma frustration ne va pas me réveiller. Voilà. Donc, dans nos rêves, on va, maintenant, nous qui sommes adultes, on va essayer, notre inconscient va essayer de résoudre des problématiques qui nous ont obsédés la journée, etc. Okay ? Et donc là, ça devient des rêves très compliqués. Alors pourquoi ça devient des rêves très compliqués? Parce que si le rêve n'est pas compliqué, c'est-à-dire si le rêve, c'est par exemple une angoisse profonde, j'ai un problème avec mon collègue… Me regardez pas. J'ai un problème avec mon collègue au travail qui me harcèle, etc., etc. Si je rêve de façon crue de ça, c'est un cauchemar et je vais me réveiller. Le cauchemar, c'est un rêve raté. C'est-à-dire qu'il ne va pas garder le sommeil. Pour rester endormi, il va falloir que mon inconscient fasse un travail de transformation. Donc, il va transformer ce rêve. Il va lui donner une sorte de costume qui fait que, à la part de conscience réveillée, il est illisible. Et donc, on trouve ça complètement fou. Et donc, là, on ça cherche nous à permet… interpréter. Alors là, quand on se Comment on réveille fait et qu'on s'en rappelle, on cherche à interpréter. Alors comment ça se passe? Alors, pour interpréter les rêves, déjà, on peut dire tout de suite aux gens, n'achetez pas tous les livres que vous allez Ah oui, les trouver. symboliques, Voilà. Le symbolisme sur les rêves, c'est-à-dire voler, ça voudrait dire ça, une dent qui tombe, ça voudrait dire ça, etc. Eh bien, il y a un peu de vrai, ok ? Voilà, de l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'en fait, très simplement, tous les grands psychanalystes du début… Depuis quand ils sont d'accord tous les deux là? Je Mais parle depuis- de moi et voilà, puis, c'est ça, oh c'est là ton là. truc. Parce qu'elle a arrêté la drogue. Elle prend de la spiruline à la place. Et donc, dans l'inconscient collectif, il y a des choses qu'on retrouve, effectivement. Mais pourquoi est-ce que j'aime pas que les gens aient cherché ça? Parce que avant d'arriver au symbole… Ils viennent plus chez vous payer des Et consultations d'abord, déjà. ça c'est la première chose, mais c'est aussi parce que avant d'aller chercher un symbole quand on interprète un rêve, on fait parler le patient. Si par exemple, une dent qui tombe, ça symbolise la castration, l'angoisse de perte, ok ? C'est vrai qu'on peut retrouver ça, on peut l'utiliser. Mais si je pars avec ça sur une interprétation du rêve et que je parle à quelqu'un dont l'oncle est dentiste ou qui doit aller chez le dentiste et il se trouve que le dentiste c'est une femme qui lui plaît bien du reste. Donc le fait de rêver cette dent, c'est peut-être de rêver de cette femme en vérité, voyez, ou de son oncle. Donc en vérité, le symbolisme, on l'utilise, nous les psys, que quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Comment on fait pour C'est interpréter le un cas de rêve? dire, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, bravo, vraiment j'ai même pas pensé. Bravo. Elle a fait des Vous progrès. voyez, vous êtes doués Ah, sans mais le savoir. Donc, en fait, pour interpréter le rêve, on fait parler le patient. Et au début, il y a ce qu'on appelle le contenu
patent du rêve, c'est-à-dire le contenu évident. Bah, j'ai été là, j'ai marché dans mon rêve, puis j'ai sauté dans un avion, etc., etc. Donc, on peut comprendre parfois le sens du contenu évident, patent, et le contenu latent qui est le plus passionnant, c'est là-dedans que sont masquées toutes nos angoisses. Avec des symboles, des codes, des Voilà. chiffres. Alors, C'est une matière pour vous incroyable. Pour vous. C'est la porte ouverte sur l'inconscient. Quand on a un patient qui peut nous raconter un rêve, on sait que, comme il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il ne va pas s'en défendre. Quand on va chez le psy, même si on veut travailler, même si on veut réfléchir, on a honte de lui dire certaines de nos misères. Mais dans le rêve, eh ben, on va comprendre beaucoup de choses. Par exemple, dans le transfert avec le psy, les patients vont souvent, dans le transfert finalement, sans s'en rendre compte, ils vont me raconter des choses. Ils n'ont pas du tout l'impression que c'est en lien avec moi, mais ça va être un type qui s'habille souvent en noir, qui se rase les cheveux tout seul, qui aime le PSG et qui les a attaqués dans un métro. D'accord ? Et donc, ça va être le psy qui va les persécuter par des questions qui pourraient les mettre en danger. Et donc, à ce moment-là, on se met à travailler ça avec eux. Un micro-conseil, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est juste sur l'aspect pratique. Pour pouvoir chasser son rêve le matin, on recommande quand même, dès l'ouverture des yeux, de l'écrire. Parce qu'au fur et à mesure de la journée, il a peut-être quand même une tendance à fuir. Oui, et il a une tendance à fuir. Probablement même que sa fonction, c'est de s'en aller. C'est-à-dire, sa fonction, c'est de nous débarrasser de notre stress. Donc, on ne s'en rappelle pas. Et d'ailleurs, les gens qui me disent, moi, je ne me rappelle pas du tout de mes rêves presque honteux, mais je leur dis, c'est que ça marche super bien, l'inconscient. C'est-à-dire qu'il a attrapé, il a réglé le truc et il est reparti. Parce qu'il a forcément réglé quand le rêve a été fait. C'est la story de ton cerveau. Il a exprimé, il a fait à peu près son travail. D'où l'intérêt en analyse de faire des séances plus fréquemment qu'une fois tous les... voilà. Parce qu'en fait, on se met à raconter... Audrey dit ça parce que c'est vrai que quand on vient voir le psy une fois de temps en temps, on a beaucoup de concret à raconter. Et pour aller un peu au fond des choses, ou des choses auxquelles notre conscience n'a pas forcément accès, il faut un peu s'ennuyer. Souvent, quand les patients s'ennuient, ils disent « je ne sais pas quoi vous raconter aujourd'hui, je sais que ça va être une super séance ». Vous venez de vous caler 4 séances supplémentaires chez tous vos patients. Exactement. Bravo, docteur. Merci beaucoup, docteur Lara. C'était très intéressant. On va passer à un autre docteur qui est avec nous, docteur Jonathan Cohen, qui est déjà venu et je suis ravi de vous avoir, gynécologue obstétricien à la clinique de Neve Tzedek, c'est ça, et hôpital Tel HaShomer. Vous allez nous faire un point sur l'importance d'un suivi de grossesse et les étapes essentielles à suivre en Israël. Oui, tout à fait. Donc, merci de m'avoir réinvité. C'est vrai que je suis là maintenant depuis 1 an et donc j'ai l'occasion de voir un petit peu comment se passe le suivi de grossesse en Israël pour les patientes francophones qui ne parlent pas bien hébreu. Et je pense qu'il y a un petit souci parce que les patientes sont anxieuses et sont embêtées d'aller voir des médecins qui ne parlent pas du tout français. Et du coup, parfois, elles abandonnent un petit peu. Il y a beaucoup de patientes qui ne font très mal suivre leur grossesse, qui n'auraient pas du tout fait cela en France. Mais ici, elles n'ont pas aimé le contact avec le gynéco. Du coup, elles préfèrent laisser passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après on les voit, nous, parfois à 5-6 mois de grossesse. Et il y a énormément d'éléments fondamentaux et d'éléments de base de suivi de la grossesse qui n'ont pas été faits. Donc je voulais juste donner des petits conseils. C'est facile de faire suivre une grossesse, il faut juste respecter quelques étapes clés et je voulais les rappeler. Donc déjà, il y a 2 systèmes de soins ici en Israël. Il y a la copatrolim et le système privé. Il faut savoir déjà que ce n'est pas 2 systèmes qui s'opposent, puisque pour les patientes enceintes, celles qui sont en copatrolim avec le degré le plus haut de prise en charge, elles peuvent aller voir un médecin privé qui n'est pas affilié à la copatrolim et très souvent elles ont un panier d'une somme tout à fait conséquente qui leur permet de faire suivre toute leur grossesse en privé en étant remboursées par la copatrolim, sans aller voir un médecin de la copatrolim. Donc ça c'est très important pour les patientes françaises. Vous n'êtes pas perdus, il y a des médecins français qui sont en privé qui peuvent s'occuper de vous sans que ça vous coûte beaucoup d'argent puisque vous allez être remboursé par la copatrolim. Donc ensuite, que ce soit en copatrolim ou en privé, le suivi c'est la même chose. C'est une première consultation. Lorsqu'on a découvert la grossesse, le test de grossesse est positif, il faut consulter le gynécologue obstétricien. Pourquoi ? Pour faire une première échographie pour dater la grossesse, pour prescrire le bilan élémentaire de grossesse, ce sont toutes les sérologies, toxoplasmose, rubéole, faire le groupe sanguin et le rhésus, vérifier le glucose et la thyroïde. Et ici en Israël, on propose aussi gratuitement en copatrolim de faire les tests génétiques chez les 2 membres du couple pour voir s'ils ne sont pas porteurs des mêmes maladies génétiques afin de voir s'il n'y a pas un danger pour le bébé. Et donc ça, c'est la première consultation. Ensuite, la deuxième consultation, ça va être l'échographie du 1er trimestre, donc l'échographie des 12 semaines, où on va mesurer l'épaisseur de la nuque du bébé. Et en mesurant l'épaisseur de la nuque du bébé, ça va donner les risques de trisomie 21 chez l'enfant. C'est évidemment quelque chose qu'on fait en France, dans tous les pays du monde. Ici, cet examen s'appelle, c'est un nom un petit peu barbare pour les gens qui ne parlent pas bien hébreu, la Shkifut Orpit. Et là, on va le voir affiché à l'écran. Donc la Shkifut Orpit, c'est l'examen de l'échographie du 1er trimestre. Et en parallèle de cette échographie, on réalise une prise de sang avec les marqueurs du 1er trimestre. Et
en additionnant ces deux facteurs, c'est-à-dire l'épaisseur de la nuque et les marqueurs, on obtient un risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Donc évidemment, ça fait peur, on n'a pas envie de savoir, mais il faut faire cet examen à 12 semaines de grossesse parce que ça permet d'avoir une grossesse beaucoup plus tranquille après. Ensuite, l'étape suivante, c'est à 15 semaines en Israël, on fait la deuxième échographie, ça s'appelle l'échographie morphologique précoce. Donc Skirat, Marechet, Mukdemet, c'est l'échographie morphologique précoce qu'on fait à 15 semaines en Israël. Ensuite, la troisième étape, c'est la prise de sang entre 16 et 19 semaines. On appelle ça le Chelbon Ubari. C'est une deuxième prise de sang pour étudier les marqueurs qui permettent de rechercher les risques de trisomie 21. Encore donc la recherche de ce même syndrome. Donc c'est le Chelbon Ubari qui additionne cette fois l'épaisseur de la nuque, les marqueurs du premier trimestre et sa deuxième prise de sang qu'on a faite donc avec les marqueurs du deuxième trimestre. Et après, on se revoit quand il passe son bac. Ensuite, on se revoit à 22 semaines pour faire l'échographie du deuxième trimestre. Donc là, c'est la Skira Marachot Meucheret, donc l'échographie morphologique tardive. Donc là, on a déjà fait les choses les plus importantes. Ensuite, il faudra faire entre 24 et 28 semaines, donc pendant le 6e mois, le dépistage du diabète gestationnel. Et on revérifie aussi s'il n'y a pas d'anémie à ce moment-là. On boit du glucose. Voilà, on prend une certaine dose de sucre et ensuite on vérifie 1 heure après que le corps a bien géré ce sucre et qu'il n'y a pas un diabète gestationnel. C'est un test de dépistage. Ensuite, on fera une dernière échographie vers 30 semaines pour vérifier la croissance du fœtus. En effet, il vaut mieux s'entendre avec le gynéco quand même. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est vrai qu'ils sont amenés à se voir Ces beaucoup. échographies ne sont pas obligatoirement faites par le même gynécologue. On peut faire tout ça dans le cadre de la copatrolyme. On peut faire ça aussi en privé. Et il faut savoir qu'il y a dans toutes les copatrolymes, il y a donc dans les centres de santé pour femmes et même dans tous les autres copatrolymes, il y a des infirmières qui peuvent, vous allez chez l'infirmière une fois par mois, elle va vous prendre la tension artérielle et elle va vérifier par une bandelette urinaire l'absence de protéines ou d'infections dans les urines. Donc allez voir les infirmières une fois par mois, allez voir le médecin au moins une fois tous les mois ou toutes les 6 semaines maximum, vérifiez que vous avez bien fait les 3 échographies dont je vous ai parlé. Et voilà, on est sur un suivi tout à fait correct, mais il ne faut pas rater ces étapes et c'est principalement au début qu'on fait le maximum de choses. Vous voyez comme il est là, il vous dit ça, on sent tout de suite une vraie prise en charge. Moi j'ai envie d'être enceinte rien que de l'écouter, je te jure, parce qu'on sent la médecine très inconscient, française qui... Non mais voilà, ça t'encadre, on sent un encadrement. Si elle en a envie d'être enceinte, ici, vous avez beau dire que le suivi est sûrement tout aussi bon, mais dans la façon de la brander, il y a une sensation qui est moins, voilà. Je peux comprendre que les nénettes soient désespérées du suivi de grossesse ici, qu'elles n'aient pas envie d'y aller. Voilà. Je comprends. Et donc, alors elles y vont quand même. Absolument faire suivre la grossesse dès le début. Et je vous dis, ce sont des examens simples. L'obstétrique, c'est une médecine de prévention en fait. Nous, on est là la plupart de nos journées. On voit des patientes qui vont bien, tout va bien. Mais quand il y a un petit souci, évidemment, c'est bien d'avoir vu ce souci à 10 semaines. C'est beaucoup mieux que de repérer le souci quand la patiente est déjà à 7 mois de grossesse. Donc faites-vous suivre dès le début de votre grossesse. Et vous n'êtes pas seul. C'est une phrase aussi pour vous, ça. Faites-vous suivre dès le début. Et de la grossesse en psychiatrie aussi. Venez. Il faut faire un coaching. Oui, tout à fait. Et buvez des jus. Au début, c'est très important de ne pas trop grossir. Et il y a plein d'interactions. Bon, il ne faudrait pas trop kiffer non plus. C'est vrai, non. Mais s'il vous plaît, quoi. Un peu de... Bon, si vous n'avez pas tout noté, je rappelle que quand même... C'est pour l'accouchement, ça. Voilà, bien préparer son accouchement. Voilà, docteur Jonathan. Pas le vôtre, Stéphane, pas le vôtre. Voilà, c'est Eleoba. On peut le trouver, je crois, qu'à la librairie du foyer à Tel Aviv. Du foyer, ou bien vous pouvez faire venir Amazon, par Amazon.fr s'il y a des gens qui viennent de France. Et c'est un livre qui donne des techniques pour bien réussir son accouchement. Merci beaucoup. Merci Bravo docteur pour Jonathan cette Cohen. idée, pour cette initiative. Merci beaucoup. On va passer à Audrey Natar qui veut nous faire changer de vie. Non, Encore non, moi je ne veux pas vous faire changer de vie. Encore Mais en tout cas, si vous le faites, faites-le bien. Alors allez-y. Ah, bon, allez-y, c'est bon. Sortez-nous vos conneries là, qu'on en finisse. Allez. Il y en a qui le font, ce changement de vie, sans s'en apercevoir, pourtant. D'ailleurs, beaucoup qui nous regardent et qui ont fait l'ALIA ont fait ce changement de vie. Exactement. Alors, je voulais juste rappeler en fait 2-3 petites choses. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui peuvent se plaindre de j'aimerais changer de vie, j'aimerais faire ci, j'aimerais changer de travail, qui fantasment et qui rêvent comme ça d'une vie très différente et qui ça paraît tellement énorme le changement que du coup, ils ne passent pas forcément à l'action. Donc, j'essaie juste de ramener cette étape-là à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus concret et en vous proposant un tout petit outil hyper ludique qu'on peut tous faire, histoire de faire une espèce de photo de sa vie. Jaku. Non, ça s'appelle la roue de la vie. En gros, on dessine sur une feuille un cercle
avec on va voir ça à l'écran, heureusement. Voilà, mais c'est pour donner une espèce d'image de satisfaction de notre vie d'aujourd'hui. Parce qu'en gros, on considère que notre bien-être, notre satisfaction de notre vie en général, elle tient sur un certain nombre de piliers. On peut en nommer 8 principaux, mais c'est à vous de définir lesquels sont importants pour vous. On met la famille, le réseau, la vie professionnelle, notre capacité à prendre soin de notre santé, notre bien-être, les loisirs, Ah, dès que tu fais rentrer tout ça dans le cercle. Voilà, tu prends des points. Comme ça va vous donner une petite carte. Et sur cette petite carte, on va pour chaque domaine, et on précise bien le domaine qu'on a envie d'identifier, on va dire à quel niveau de satisfaction on est. Et là, on va avoir peut-être des déséquilibres. Peut-être que pour l'argent, par exemple, bon, bah, moi, c'est moins important, j'accepte d'être à 5, voilà, etc., etc. Ça dépend. Après, chacun va savoir, non, ça va pas. La vie amoureuse, là, c'est à temps, j'ai besoin d'être à temps, voilà. On va du coup essayer en une photo de voir quel est le domaine vraiment qui doit être amélioré et peut-être se poser quelques questions pour voir si c'est possible. Par exemple, choisir bien les thèmes, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer pour l'augmentation? Est-ce que je suis vraiment... Déjà trouvé un travail? Par exemple, peut-être changer de travail. Peut-être que la vie professionnelle, elle va être à un certain niveau de satisfaction, mais non, mais dans le cercle, augmenter, c'est pas forcément changer de travail. Vous écrivez le nom du thème déjà dans le cercle. On écrit le nom du thème. On écrit. Donc par exemple, j'écris travail, salaire, tout ça. J'écris travail, niveau de vie, famille, réseau, peut-être les loisirs. Ben, je constate là-dedans qu'en fait, concrètement, je ne consacre pas du tout assez de temps à faire ce qui vraiment me satisfait. Et dans ce cas-là, je change. Mais changer de vie comme ça, de manière très abstraite, je trouve ça toujours très dangereux et surtout pas du tout stratégique. Autant vraiment visualiser concrètement devant nous sur une feuille quels sont les domaines qu'on a envie de modifier et là, soit se faire accompagner pour le faire, soit tout simplement se poser des questions. Ça peut être revisité, quoi. Hein? C'est un bullet. C'est un bullet, elle est repartie sur la boulette. Mais c'est la bullet qu'il faut le faire. Non, c'est une grosse boulette, là on est sur de la belle kefta. Non, juste attends, j'insiste juste sur une chose super à faire aussi, et ça vraiment encore une fois j'insiste. Félicitez-vous, prenez le temps de vous féliciter pour tous les domaines où il y a la satisfaction, où ça marche, où ça réussit déjà. Je vais vous dire quelque chose qui va largement dans le sens d'Audrey. Oh, absolument. Alors notez la date, s'il vous plaît. On l'a perdu. On s'en va. Non. Mais franchement, ils sont d'accord. Beaucoup de gens rêvent de faire une thérapie qu'ils feront jamais. D'accord? Parce que c'est un truc qu'ils voudraient toucher. Et par exemple, ce genre de rêverie. Et le coaching avec notamment ce genre d'outils qui sont là pour donner une visualisation, pour vulgariser sans mépris pour ce terme, hein, dans le bon sens du terme, les choses, eh ben, ça permet aux gens peut-être de faire des mouvements qu'ils n'auraient jamais fait parce qu'ils seraient jamais entrés dans une psychothérapie. Quand elle raconte ça, Audrey, on la charrie gentiment. Derrière, c'est un prétexte de questionnement. Exactement. En fait, c'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, elle dit que finalement, si on fait ce cercle, on va pas prendre un élément et tout envoyer promener pour cet élément, on va rééquilibrer. Et donc, ça permet ce genre d'outils et être accompagné à un moment 2-3 fois par des coachs dans la vie, ben, ça permet de pouvoir rééquilibrer des choses qu'on n'aurait pas touchées, qu'on aurait laissées à l'abandon parce que, il faut dire la réalité, la plupart des gens fantasment de faire des thérapies qu'ils font jamais. Et derrière, quand on soulève des choses un peu plus profondes qui peuvent nécessiter quelque chose, eh ben il y a des petites perles inconscientes qui remontent et là, hop, on va avoir quelqu'un. Dans 2 secondes aussi, non mais ouvrez une clinique ensemble. Mais c'est tout à fait possible. Bon, en attendant, vous êtes coach toujours dans la vie? Oui, il y a les stages d'énéagramme que je conseille vraiment. C'est une grille de lecture de ce fonctionnement, de la structure de personnalité qui permet de vraiment mettre l'accent sur ce qu'on peut travailler. Merci Audrey Nataf. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub avec un focus sur une association, celle de Yoni Darmon, l'association Léochette Yad, tout de suite après la pub. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Batcheva Productions présente Envole-moi. Retrouvez les chansons de Jean-Jacques Goldman à l'occasion d'un concert événement en live. Le 12 décembre 2018.
avec Frédéric Lerner, Véronique Zoé Nolan et Steve Depaz. Envole-moi, c'est au théâtre Guécher à Tel Aviv. Réservation sur israticket.com ou en appelant le 45 39. Parfois, pour vaincre, il faut de l'espoir. Léochitiad permet aux enfants israéliens atteints d'un cancer d'oublier quelques instants la maladie pour mieux la combattre. Une fois qu'ils ont choisi d'espérer, tout est possible. Aidez-nous à leur donner la force d'espérer. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. De retour dans l'émission, bienvenue chez vous avec Judith Mergui, toutes nos équipes qui sont là avec nous et puis notre invité d'honneur, Yoni Darmon. Bonsoir. Très très heureux de... Voilà, on fait toujours un focus sur une personnalité ou une association et on est vraiment ravis de vous accueillir. Vous avez parlé d'une association israélienne qui s'ouvre aujourd'hui vers la communauté francophone. Voilà, exactement. En fait, on va créer, c'est une association qui existe en Israël depuis très longtemps. Léochitiad, tendre la main. Ouais. Voilà. Et elle existe en Israël depuis 12-13 ans et puis on essaye de la créer, on l'a créée en France. Et en fait, il va y avoir un axe de solidarité France vers Israël dans ce sujet d'enfants atteints du cancer. Alors rappelez-moi, je vous plomber l'ambiance. Non, mais le but de cette association, c'est important ce que vous faites. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis pas du tout, j'étais pas prédestiné à être dans les associations ou à travailler dans ce domaine-là. Mais en fait, je crois, hein, vous faisiez des films. Vous faisiez des films. Voilà, je suis cinéaste à la base. Et puis après, l'Institut français de Haïfa aussi. Voilà, je travaillais 15 ans à l'Institut français. Avant, j'ai fait 1 milliard de choses. Voilà, j'étais dans un kibbutz des années. Et puis, il y a 1 an, j'ai mon fils de 18 ans qui est tombé malade, 17 ans à l'époque. Il a eu un cancer, donc un rhabdomyosarcoma, c'est très compliqué. Enfin, c'est un sarcome, c'est un cancer pas très sympa, assez rare. Et j'ai été confronté à une réalité israélienne complètement différente. Malgré le fait que je suis là depuis 35 ans, j'ai découvert d'autres choses. Et en fait, la société civile, la solidarité de la société civile, c'est ce qui nous a aidés à tenir le coup. Et du coup, mon fils est encore en traitement, il va bien, il se bat, etc. Mais j'ai décidé d'essayer d'aider au maximum. Parce qu'aujourd'hui, cette association-là, jusqu'à aujourd'hui, en fait, recevait son argent surtout des Juifs américains, d'Israël aussi, dès qu'il y a des situations d'urgence. De civils, de citoyens israéliens, hein, pas trop de l'État israélien. Et donc, on a décidé d'essayer de l'ouvrir en France pour aider vers ici. Pour aider à quel niveau l'association intervient alors ? Écoutez, c'est simple, c'est que ça intervient un peu à tous les niveaux. Quand on rentre dans une nouvelle dimension, en fait, à partir du moment où on apprend que son fils, sa fille est malade, on rentre dans une nouvelle dimension, qui est quelque chose de complètement... Ça veut dire, non seulement on a le stress de la maladie, la peur de ce qui va se passer, la peur des traitements, la peur de la mort, la peur de tout, hein, il faut dire les mots, il ne faut pas avoir peur. Donc le soutien d'abord, c'est ça ? Le soutien d'abord ? Et voilà, et au début, la première chose qui se passe quand on s'est rendu compte, c'est que... Il y a beaucoup de manquements dans la société israélienne, dans le système médical, dans le système social israélien, et c'est les gens qui aident. Alors au début, c'est les amis proches, c'est la famille qui sont là, qui amènent à manger pour les autres enfants quand on va en traitement, etc. Et puis au bout d'un moment, même ça suffit plus. Et puis là, il y a la société civile et les associations, parce qu'il n'y a pas que Léochitiad, hein, il y en a d'autres, mais il y a les associations qui aident. Et ça aide à plein de niveaux. Ça aide au niveau thérapeutique parce que des fois il y a des analyses qui ne sont pas prises en charge par les copotrolibes. J'ai entendu beaucoup parler de copotrolibes qui ne sont pas pris en charge. Il y a des analyses, il y a des traitements qui peuvent coûter cher quand ils sont à l'étranger. Alors il y a l'aspect thérapeutique où ils aident à payer en fait les familles. Il y a l'aspect psychologique parce que je me suis rendu compte que ce qui aide énormément c'est l'aspect mental, l'aspect moral. Et si un enfant n'est pas prêt à se battre contre le cancer, à affronter les traitements hyper durs et tout ça, il peut y avoir toutes les chimios du monde, ça aidera pas. Donc en fait, il y a tout un système d'aide, de rêves réalisés, de voyages faits, de services qui sont rendus pour que les enfants puissent affronter au maximum la maladie. Puis il y a le troisième aspect, c'est l'aspect pratique en fait, où les associations aident, mais ça peut être juste carrément le soutien scolaire aux enfants qui eux ne vont plus à l'école, ou aux frères et sœurs. Ça peut être aussi, il y a tout un système de bnot shirut, c'est-à-dire des jeunes filles qui font pas le service militaire habituel,
virtuelle, mais qui font un service civil, qui sont là tout le temps pour les enfants et qui les aident, c'est vraiment formidable. Et puis il y a un système, et puis il y a ça peut être aussi le transport, hein, si la famille n'a pas de voiture, un enfant dont le système immunitaire est bas, donc il peut pas prendre le bus, donc il y a des ambulances, des véhicules qui appartiennent aux associations, à Léochitiad en particulier, qui aident, qui font le travail. Ça concerne combien d'enfants par an? Écoutez, relativement, enfin pas relativement, d'après ce que je sais, c'est 500 enfants par an nouveaux qui ont le cancer. En gros, par année, les associations s'occupent de 1200 enfants avec ceux qui ont les traitements qui continuent d'une année sur l'autre. J'aimerais intervenir une seconde pour demander aux téléspectateurs de faire un petit exercice, et on peut tous le faire ici. Et là, c'est vrai que ça aurait pu être Audrey qui aurait pu proposer ça. Ce qui est important quand il y a des gens qui viennent nous parler, par exemple, d'une mission comme celle-ci, c'est qu'on a tous, finalement, on peut très vite zapper, on peut très vite penser à autre chose en se disant « mais ça ne me concerne pas ». Et c'est vrai que si on prend tous 2 secondes de sa vie et qu'on la regarde, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille. Mais la veille du jour où vous avez appris cette nouvelle, c'était pas votre fils et c'était pas votre fille. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de se sentir concerné parce qu'il y a un moment ou un autre, c'est nous, c'est pas nous, mais c'est exactement la même chose. On ne sait pas sur qui ça peut tomber et qui peut être concerné. Docteur Lara? D'abord, je voulais dire que je trouvais que c'était magnifique ce que faisait Yoni, parce qu'il faut beaucoup de force pour le faire immédiatement. En général, quand il arrive des drames, on le fait dans un second temps, si on a la capacité à sublimer et à faire d'un drame quelque chose de positif. Et là, dans l'immédiateté, il a la force de le faire, ce qui est assez magnifique. Pour les enfants et les grands-enfants, la maladie, elle nous sort de l'enfance. Et donc elle met sur pause tout ce qui est censé être important pour nous, les copains, les copines, le métier plus tard, etc. Et tout d'un coup, on devient malade, et on devient un malade, et on pense comme un malade. Et c'est vrai que toutes ces associations qui vont proposer, non pas que des traitements médicaux, mais aussi des rêves, des cadeaux, des aventures, peut-être monter des films ou participer à des choses comme ça, c'est relancer la rêverie du jeune, c'est lui redonner accès à une enfance qui s'est injustement dérobée à cause de la maladie. Et c'est vrai qu'aussi que les associations soulagent les familles, parce que les familles, elles sont évidemment prises en otage complètement de la situation, c'est obligatoire. Ça fait du bien aux familles et du coup ça fait du bien à l'enfant, parce que les enfants culpabilisent souvent de voir l'état de leurs parents lié à la maladie. Il y a une difficulté également sur simplement la francophonie, le fait de ne pas parler l'hébreu parfaitement. Donc il y a, je crois, des correspondants ici en Israël, voilà, alors, francophones. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là parce que je suis là depuis 35 ans. Mon fils est né ici, donc on n'a pas ce souci-là. Mais effectivement, j'ai rencontré beaucoup de francophones, enfin beaucoup, pas énormément, mais suffisamment pour voir les soucis qu'ils avaient en fait à se confronter à une réalité qui est déjà difficile quand on n'est pas malade ou quand on n'a pas un enfant malade dans le système médical. Voilà, donc on les aide au maximum. Comment soutenir, comment les téléspectateurs peuvent soutenir cette association? Écoutez, d'abord on vient de l'ouvrir en France simplement, et en quelques jours, vraiment en quelques jours, j'ai vu un élan de solidarité incroyable, quoi. Ce qui s'est passé, on a fait des petites soirées de sensibilisation avec quelques dizaines de personnes, c'était pas énorme, et on a réussi à réunir de l'argent pour faire venir à Hanouka, là, du 2 au 7 décembre, 12 enfants malades du cancer qui vont avoir un voyage de rêve, quoi, entre des balades en Harley-Davidson dans Paris, un allumage de bougies en dessous de la Tour Eiffel, Euro Disney un jour, le Louvre avec un des responsables du Louvre qui va faire quelque chose d'incroyable. Il s'est passé quelque chose de fou. Je m'y attendais pas du tout, hein. J'étais sûr que j'avais même pas ramené 1 euro, moi, que j'avais pas. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Ça doit avoir un léger rapport avec le fait que toi, tu as dû rendre des services. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yoni dans le cadre de mon travail. Ça a été le premier qui a fait venir mon spectacle à Haïfa quand je commençais et qui a misé dessus avec l'envie tout de suite de dire « Allez, on fait quelque chose » à l'époque où personne connaissait mon nom. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'association et ce que tu as dit tout à l'heure sur le mental. Moi, j'étais un enfant malade de l'âge de 8 ans à 14 ans. Donc, les hôpitaux, c'était régulier. Et franchement, le mental, c'est la chose la plus importante pour le malade. Moi, je me souviens, par exemple, dans l'hôpital où j'étais traité, on avait une chaîne de télé. Donc, c'était vraiment, je me levais le matin en pensant à ce à quoi j'allais parler à la télé. Donc, c'est super important et c'est important aussi, comme tu l'as dit, pour la famille. Parce qu'aujourd'hui seulement, des fois j'ai des réminiscences et je me dis, mais moi j'ai vécu une histoire, mais comment finalement mes frères ils l'ont vécu? Comment c'était à la maison? Et des fois on a même un peu de culpabilité par rapport à ça. On se dit, mince,
il y a quelque chose qu'on a peut-être volé. Et donc voilà, donc vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Et je sais que quand il guérira, Bezrat Hachem, il sera vraiment très particulier. Parce qu'on sort d'une épreuve comme celle-là, très différent, très profond. On souhaite évidemment une réfoua shlema à votre fils. Merci beaucoup, Yoni Darmon, association Léochit. Yad. Restez avec nous. Voilà, il avait la parole et c'est notre Eddie Mitchell à nous. Qui va c'est pas mal. Hein donc Yohan Halimi va nous parler de cinéma, de sa dernière séance à lui, c'est laquelle? Alors écoute, nous sommes en 50 avant JC. Ouais. Toute la Gaule est occupée par les Romains, toute? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça me dit quelque chose, ça. On va parler d'Astérix et de Goscinny, donc c'était le 41e anniversaire de la mort au début du mois. Voilà, moi j'ai lu beaucoup de BD à l'hôpital, et notamment beaucoup d'Astérix. Et donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Goscinny, qui est un personnage très particulier. Il est né en 1926 à Paris, de parents juifs, une mère juive russe et un père juif polonais qui ont immigré à Paris pour fuir les pogroms. En 1927, ils partent vivre en Argentine, et là-bas il va se passionner pour le dessin. Et notamment inspiré par Superman, Tarzan, Laurel et Hardy, Les Pieds Nickelés. Ensuite, il va partir en 1945, après la guerre, il va partir à New York avec un rêve fou de rencontrer Walt Disney et de percer dans le dessin. Et surtout, dans l'espoir de trouver un métier qui lui permette de faire rire les gens. Voilà, donc il va galérer un petit peu, ses dessins ne plaisent pas, mais par contre ses histoires font un carton. Et il va devenir donc à partir de 1955 le scénariste de Lucky Luke de Maurice. Donc Lucky Luke c'est un carton planétaire. Ensuite il va écrire avec Sampé Le Petit Nicolas. Un petit peu à Lucky Luke. Quoi? Non, il a pas un air de Lucky Luke. C'est la banane, les cheveux retombent là. C'est Eddie Mitchell, effectivement, Lucky Luke. Voilà, Eddie Mitchell, allons-y. J'ai eu ma dose là. Donc le petit Nicolas pour Sampé, et puis il va ensuite dès 1959 écrire Astérix avec Uderzo. Voilà. Et puis après ça, le succès s'arrête plus. Il va écrire Les Dingos Dossiers avec Gottlieb, Is No Good avec Tabari. Voilà. Tout ce que Goscinny a fait quasiment est devenu culte. Son œuvre a été adaptée au cinéma. Enfin, c'est un vrai carton. Il a influencé énormément d'artistes comme Alain Chabat, Johann Sfar également. Voilà. Et puis, il a été également scénariste, puisqu'il a scénarisé des films pour Pierre Tchernia. Il a même réalisé certains Lucky Luke et Astérix. Alors, c'est marrant parce que donc, le village gaulois, c'était un juif, alors, qui a créé le village alors gaulois. voilà, alors, hein c'est ça. Il est petit-fils de rabbin. Il est petit-fils de rabbin. Selon sa fille, il a été influencé. Il a été influencé par son judaïsme, bien qu'il n'y ait pas vraiment de référence directe. Voilà, certains vont parler du village gaulois qui ressemble au shtetl, ou des papillotes de Obélix. Voilà, les papillotes d'Obélix, ou alors les rayures bleues et blanches, les couleurs bleues et blanches. Le décolleté de Falbala, c'est pas trop méhaché à Rime. Il y a eu beaucoup d'extrapolations. Il y a des anecdotes aussi très sympas. Une fois, il y a un ami qui va le voir et qui lui dit « Moi, tu vois, René, les Juifs, je les sens. » Et puis il lui répond bah, « Tu as le nez bouché alors ». Voilà, donc il était vraiment toujours très caustique. Et puis il y a une autre anecdote de sa fille, Anne, qui raconte qu'en 1977, en août, ils font un voyage en Israël. Et elle avait 9 ans, et c'est la première fois qu'elle a vu son père avec une kippa et mettre un petit papier au mur à Jérusalem, et un petit papier pour la bonne santé de sa femme et sa fille, et il est mort 2 mois après d'un infarctus. Donc voilà, il y a quand même quelque chose chez lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Astérix? Qu'est-ce qui reste? À part que c'est génial, hilarant, fin, politique, jamais vulgaire. Voilà, Astérix, c'est phénoménal. C'est à la fois très français, et en même temps, c'est très influencé par Hollywood. On le voit dans Astérix et Cléopâtre, dans Astérix et les Gladiateurs. C'est traduit en hébreu, par exemple? Ça a été traduit dans 111 langues. C'est un record mondial. 370 millions d'albums vendus. Voilà, 36 bandes dessinées, 37 bandes dessinées. Ouais. 37 bandes dessinées, 4 films qui ont cartonné au box-office français et 10 dessins animés. Donc c'est un phénomène. Merci. Ouais. Et un mot de la fin? Bah non, attends, tu étais censé me relancer sur le 10e dessin animé. Ah oui, pardon. Si vous bossez mais dès que Jenny était à côté de toi, on sent que ça décroche. C'est le 10e dessin animé. Et ben voilà, il y a un 10e dessin animé qui sort dans quelques jours en France, qui est écrit et co-réalisé par Alexandre Astier. C'est pas adapté d'une bande dessinée, c'est un scénario original, et je vous propose de voir la bande-annonce. C'est très important. Regarde.
fois, je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? De la petite fichette maison. Impeccable, impeccable. Ave César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos? Quelle est cette manigance, Sulfurix? Ce soir, c'est la fin du village de crétins moustachus. La fin d'Astérix. Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide? Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon? Il ferme un peu son caca, là. Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin. C'est fou, non? Partoutatis. Voilà. Donc, pour conclure, Goscinny, c'était tirer plus vite que son ombre, être calife à la place du calife. Il a vraiment marqué, le vocabulaire français. C'est une autre forme de génie juif. Voilà, franchement. Et puis, pour conclure, je voudrais rappeler juste une anecdote que racontait souvent le Rav Sitruk, Zichrono Livracha. C'est ce peuple d'irréductibles qui passe son temps à se disputer avec sa potion magique, qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête et qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est quand même très juif, non? Ah, j'avais pas pensé. La potion magique, la Torah. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Pas mal. Merci, Johan Halimi. Merci plaisir. beaucoup. On va passer à Johanna Castel. Bonjour. Comment ça va, Johanna? Ça va bien. On va s'intéresser aux enfants que l'on dit précoces. Vous en avez déjà parlé, mais effectivement, ici, Israël s'y intéresse particulièrement. Oui, alors j'ai été quand même épatée de voir à quel point le système éducatif israélien met tout en œuvre pour mettre en valeur ces enfants surdoués que l'on appelle en Israël les Mechounanim. Alors déjà, pour les détecter, ces enfants, il y a un examen qui est passé par ces enfants dès l'âge de 7 ans dans les kitabet des écoles du pays. Alors là, il y en a eu un de ces tests qui a eu lieu il y a à peu près une semaine, où tous les enfants de tout Israël à l'âge de 7 ans en kitabet ont passé cet examen. C'est ce qu'on appelle la première étape, le Shlav Aleph. À l'issue de cette étape, il y a une première sélection qui est faite et ensuite, parmi les meilleurs, il va y avoir encore un deuxième test qui va être passé, c'est le Shlav Bet, où là, on va pouvoir déterminer de manière précise qui sont ces enfants surdoués. Alors en Israël, encore une exception, on considère qu'un enfant est surdoué à partir d'un QI de 135, quand les enfants dans les autres pays, on parle de surdouance à partir de 130. Voilà, donc il y a déjà en plus une exigence à ce niveau-là. Enfin, chez les mères juives, ils sont tous surdoués, même à 2. Vous le dites. Oui, enfin ça c'est ce que croient les mères juives, mais en termes de proportion, on parle d'enfants surdoués, ça représente à peu près 2-3% de la population générale. Donc il y a des mères qui vont être un peu déçues. Vous déchantez. Vous n'êtes pas surdoué, vous? Moi si, mais complètement. Ah oui, si. Vous l'avez raconté un jour. Alors une fois que la surdouance, comme on dit, a été déterminée, qu'est-il proposé à ces enfants? Alors, comme je disais, le système éducatif israélien a vraiment une longueur d'avance. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, notamment dans les grandes villes. Il y a des classes spécialisées où les enfants peuvent aller, où ils vont suivre un enseignement particulier. Pour les plus petites villes, là, une journée par semaine, ces enfants sont sortis de leur programme classique et vont aller dans des centres spécialisés pour apprendre des matières un peu originales, qui sont de l'astrophysique, des sciences, mais également des arts. Car finalement, qu'est-ce qu'on essaie avec ces enfants surdoués? C'est d'essayer de provoquer chez eux l'intérêt, de susciter la motivation. Parce que ce que l'on craint avec ces enfants, c'est qu'ils sont tellement doués que finalement en classe, ils s'ennuient et que finalement, Mickaël pourra le confirmer, ça conduit parfois à un décrochage scolaire. Il y a l'échec, effectivement. Si au passage, ils peuvent créer le prochain Waze, ça dérangera personne. Alors ce programme existe jusqu'à l'âge de 15 ans? Oui, alors à partir de 15 ans, les lycéens Mechounanim peuvent en plus suivre un parcours universitaire, donc ce qui est quand même hallucinant. Tout en suivant leur programme classique, ils vont passer une espèce de licence qui va être reconnue comme une matière à part entière au bac et qui leur donne donc une valeur ajoutée. Alors soit ils peuvent passer ces cours particuliers à travers une Open Université, donc c'est par correspondance, ou alors ils peuvent suivre un programme qui est extrêmement connu et valorisé en Israël qui s'appelle le programme Alpha, où les étudiants, les lycéens peuvent intégrer les laboratoires où les meilleures recherches scientifiques sont menées, donc avec des grands scientifiques et
suivre ce programme, obtenir à la fin une licence qui sera également valorisée au niveau du bac. Ce qu'on essaie de faire par ces programmes, c'est vraiment de créer un réseau d'enfants surdoués. En fait, ces enfants vont être escortés pendant les 10 années pour essayer de les suivre et faire en sorte qu'ils deviennent les leaders en matière d'économie, de sciences. En fait, Israël pense vraiment que ce capital humain est l'avenir finalement du pays. Et donc Israël tient particulièrement à investir dans ces enfants surdoués. Et ils arrivent de tous les milieux sociaux? Oui. Origines diverses? Oui, alors milieu intellectuel, oui, mais également Moshav, Kibboutz, il y a également des Arabes israéliens qui ont été intégrés à ces programmes, donc aucune discrimination. Seule discrimination, c'est donc évidemment le QI. Les moins de 135, quoi. Que deviennent ensuite ces Mechounanim? Alors, c'est vrai qu'une grande proportion d'entre eux vont faire partie des unités d'élite à l'armée, et puis ensuite, ils vont choisir en majorité des études scientifiques, mais il y a une très large proportion de ces enfants, de ces étudiants qui vont se tourner vers les arts plastiques et la philosophie. Ah bah alors là, on a tout misé pour rien du tout, du coup. Mais ce qui est quand même très surprenant dans la société israélienne, c'est que finalement, on n'est pas au courant quand ces enfants ont été Mechounanim dans leur enfance. Il y a une grande discrétion autour de ça, alors qu'on aurait pu croire le contraire. Il y a sans doute beaucoup de personnalités israéliennes de nos jours qui ont été Mechounanim, détectées Mechounanim, mais personne ne le mentionne. Donc, il n'y a pas de nom, vous n'avez pas de nom à me donner? Non, j'ai pas, en tout cas, voilà. Non, moi, j'ai pas de nom. On a vu au salon de coiffure, ça y va sur le mien, c'est un Mechounan, le tien, c'est pas un Mechounan. À mon avis, ça balance. Ouais, alors peut-être en comité fermé, mais en tous les cas, publiquement, on ne le sait pas. On peut retenir qu'Israël encourage donc la différence et l'adaptation. Oui, contrairement aux pays occidentaux qui ont plutôt tendance à étouffer ces différences. C'est vrai que le plus léger doute en matière de capacité intellectuelle, cognitive, va tout de suite être détecté par les puéricultrices, par les ganénettes qui vont essayer de vous influencer, de vous pousser à passer des tests pour essayer d'améliorer les compétences de ces enfants. Parfois, ça peut paraître excessif, mais ils ont vraiment... ils sont extrêmement alertes sur ce sujet. Merci Johanna Castel. Un petit mot là-dessus, sur ce sujet que vous connaissez bien. Oui, je connais bien. Tout ce que dit Johanna est vrai. Après, c'est la version qui, quand ça se passe bien. Et il y a des éléments plus négatifs, c'est que d'abord, beaucoup d'enfants surdoués vont avoir un vrai décalage entre leur intelligence affective, qui est celle de leur âge, voire plus basse éventuellement, parce qu'ils ont très investi les savoirs. Et donc, c'est souvent ça qui les fait souffrir. On dit s'ennuyer en classe, mais un enfant qui est bien dans ses baskets et qui règne sur la classe, il va aller plutôt bien. Et quand même, ceux qui finalement décrochent, c'est parce qu'il y a des troubles affectifs. Et donc, il faut faire attention quand on a des enfants qui sont testés et qu'effectivement, ils sont dans les normes très hautes. Il faut faire attention à ne pas en faire dans sa tête un enfant précoce, surdoué, que toutes les explications soient liées à ça. Un enfant précoce surdoué, il peut avoir des difficultés avec les copains qui ne sont pas liées à sa précocité, des difficultés avec ses parents qui ne sont pas liées à sa précocité. Et donc, il ne faut pas que ça enferme la pensée autour de l'enfant. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quand même beaucoup de familles qui refusent que leurs enfants passent ces tests. Alors peut-être aussi par crainte de stigmatiser leurs enfants, mais ça peut aussi peut-être rentrer dans une case. De ne plus regarder ses enfants de la même façon aussi. Parce que c'est sûr que quand on apprend que son enfant est précoce, au départ, il y a quand même un choc de la part des parents et savoir quel est le comportement. Peut-être la solution aussi, c'est de les considérer comme des enfants normaux avec des facultés en plus, mais ne pas en faire tout un sujet. Merci beaucoup. Judith, on se voit après la pub ou non? Vous restez pas? Non, moi je vais vous quitter, mais par contre, racontez-nous. Super actu, il faut qu'on en parle ici sur ce plateau, c'est hyper important pour vous, les téléspectateurs, nos Olim Khadashim qu'on adore. La mairie de Tel Aviv et le Misrad à Klita ont décidé de mettre en place un cours d'hébreu à travers l'improvisation. Ça existait l'année dernière, c'était un collègue, Jérémy Elfassi, qui animait ce cours. Et cette année, on m'a mandaté pour reprendre le cours. Donc, il y a eu beaucoup trop d'inscriptions, donc on m'a dit de ne pas trop en parler, mais quand même. Doucement. Voilà, parce que je trouve ça formidable au niveau de l'initiative. L'idée, c'est quoi? C'est je ne suis pas à l'aise dans mes pompes quand je parle hébreu. Vous pourriez venir peut-être. Je suis pas, j'ai pas un hébreu parfait. Je fais des erreurs tous les trois mots et du coup je ne pratique pas mon hébreu. Eh ben non. Venez, à travers l'improvisation, à travers le fait d'accepter de se lâcher, on parle hébreu. On parle mal peut-être, mais on parle. Il y a un niveau de base requis.
Alors pas vraiment, il y a des élèves de tous les niveaux déjà et c'est vrai que finalement j'insiste vraiment sur le fait dans ma façon de faire passer les choses que c'est vraiment pas ça qui compte. L'imaginaire très vite remplace les peurs, les hontes, les sentiments de j'y arriverai jamais et à travers voilà, cette déconnade générale, on arrive à parler hébreu pendant finalement 2 heures d'affilée. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, vous suivez le lien. Tu peux pas venir le faire à Jérusalem, non ça va. Ils parlent tous l'hébreu là-bas. Au Evet, Jean-Jacques Goldman. Anime métal, Jean-Jacques, à la main. Qui ose dire qu'il n'aime pas Jean-Jacques Goldman? Alors, on va consacrer la 3e partie de cette émission avec ce spectacle Envole-moi, les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. C'est à Tel Aviv, au Théâtre Guécher, le 12 décembre. Ils sont tous là, ils vont arriver, sauf Jean-Jacques, il était occupé. Mais on se voit après la pub. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Batcheva Productions présente Envole-moi. Retrouvez les chansons de Jean-Jacques Goldman à l'occasion d'un concert événement en live. Le 12 décembre 2018, avec Frédéric Lerner, Véronique Zoé Nolan et Steve Depaz. Envole-moi, c'est au Théâtre Guécher à Tel Aviv. Réservation sur israticket.com ou en appelant le 45 39. Parfois, pour vaincre, il faut de l'espoir. L'Eochitiade permet aux enfants israéliens atteints d'un cancer d'oublier quelques instants la maladie pour mieux la combattre. Une fois qu'ils ont choisi d'espérer, tout est possible. Aidez-nous à leur donner la force d'espérer. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. De retour dans la 3e partie de l'émission. Bienvenue chez vous. Ravi d'accueillir mes invités pour parler de Jean-Jacques Goldman et de cette magnifique soirée qui nous attend. Envole-moi, les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. Et c'est Batcheva Kalfon, Batcheva Kalfon qui produit cette soirée-là. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Grâce à Dieu, ça va. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité ce soir. Alors on a à côté de vous Dr Thierry Marek qui là change de casquette et passe de dentiste à fan de Jean-Jacques Goldman. Et Exactement. Il va venir nous en parler parce qu'il connaît bien la musique et notamment Jean-Jacques Goldman. Ronnie Cohen, comment allez-vous? Je vais très bien, en pleine forme. Merci d'être là. Donc vous êtes directeur artistique de cette soirée, également musical et également guitariste. Et grand fan de Jean-Jacques Goldman. Mais enfin ça, vous ne pouvez pas nous impressionner parce qu'on l'est tous, effectivement. Hein. Moi, je suis une grande fan. Audrey Nataf aussi. Oui. Ah oui, je suis fan, on lui écrit tous des lettres. Ouais, ça sent pas la... C'était pas passionné, c'était... Ah, moi je suis fou de Goldman. Ah, c'était vachement mieux. Hein. Ah, ouais, non, bah oui, lui, il me manque terriblement. Donc, je suis content que... Bon, alors là, c'est pas un hommage, Jean-Jacques Goldman est bien en vie, il est en France, mais on va quand même lui rendre hommage. En tout cas, vous avez décidé de lui rendre hommage. Comment ça vous... Pourquoi? On a décidé de rendre hommage surtout à la musique de Jean-Jacques Goldman, parce que comme il n'est pas décédé, voilà. D'accord. Du coup, c'est surtout la musique de Jean-Jacques Goldman. Il est juste parti à Londres. Ça fait... Voilà, il est juste parti à Londres. Juste parti à Londres. C'est une mise au vert. C'est tout. Exactement. Et puis, on avait envie de faire venir la musique de Jean-Jacques Goldman en Israël pour tous les francophones. Qui adorent et qui sont fans inconditionnels de Jean-Jacques Goldman. C'est un spectacle qui a pris 2 ans de maturation. Donc moi, ça fait 2 ans que je fais de la production. J'étais venue avec Renaud Hanson, qui chantait Berger. Ensuite, on avait fait Laura Main, qui a fait un hommage à George Michael. Ensuite, on a enchaîné sur des shows, one-man show avec Boujna, Harry Habitant. Et depuis 2 ans, on travaille avec un autre directeur artistique qui n'est pas là, sur tout ce spectacle de Jean-Jacques Goldman. Donc on a trouvé maintenant un bon directeur musical qui est Ronnie, Ronnie, de très bons chanteurs
on va en qui parler, est évidemment. Véronique Noé-Zolan, Steve Depaz, et on a la chance... Véronique, on a eu la chance de découvrir sur le plateau de Natania. Bienvenue août, chez vous. Et exactement. c'était extraordinaire, une voix fabuleuse. Ouais, et Fabuleuse. Frédéric... De revoir en replay l'émission pour... Ah, c'est pas la peine, elle passe déjà en boucle. Ça vaut le coup, non? Mais Noé Zolan, c'est... Ah ouais, c'est des grands chanteurs. Et vraiment, Véronique... tu m'as trouvé. Frédéric Lerner. Frédéric Lerner, donc qui vient spécialement pour le spectacle de Paris pour faire ce show. Frédéric Lerner, très connu, qui avait fait la garçon et une fille. Vous vous rappelez, garçon et une fille, un garçon et une fille, c'est bien lui qui avait fait Alors, le générique. il a fait le générique d'un garçon et une fille. Steve Depaz a chanté le générique d'un garçon et une fille. Et ils se connaissent, donc vraiment, c'est fou. Non, mais c'est venu comme ça en fait. C'est vraiment venu comme ça, par hasard. Tout par hasard. Même la production que je fais est venue par hasard. C'est Batsheva Productions qui produit, mais c'est vous avez décidé comme ça de lancer du jour au lendemain cette idée. Vous vous êtes dit, je veux faire venir Jean-Jacques Goldman. Non. En tout cas, ça... Je savais que je ne pouvais jamais faire venir Jean-Jacques Goldman. Ah, vous n'avez pas commencé par ça, par exemple? Pas du tout. Vous n'avez pas tenté d'avoir Jean-Jacques Goldman? Ah, mais non, je savais qu'il chantait. Elle n'a pas voulu s'envoler, elle a fait envole-moi. Elle n'a pas voulu s'envoler. Exactement. Non, ça, je savais. Vous ne l'avez pas demandé même pas? Non, alors on l'a informé du spectacle. D'accord. On a demandé les autorisations du spectacle. On a demandé si on pouvait faire un spectacle sur la musique dédiée à Jean-Jacques Goldman. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est bon. A priori, c'est bon. On va quand même l'inviter. Il viendra peut-être en spectateur. Oui, on va quand même l'inviter. Concrètement, personne ne connaît pas. Yoni, dites-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette... Comment ça va se dérouler, cette soirée? Alors d'abord, le choix des chansons a été très compliqué. Mais oui, c'est sûr, elles sont toutes bien. Comment on choisit? C'est horrible. Il y a quelques chansons. Quel album vous avez privilégié? Quelques petites chansons. Déjà, Envole-moi, c'est bien quand même comme titre. Voilà. Très beau. Donc, surtout pour l'Alia. Exactement. Pas mal. Ne crois pas si bien dire parce que c'est sponsorisé par une agence de voyage, c'est ça? Non, non, non. Envole-moi, en fait, c'est une chanson qui a été dédiée à l'éducation. D'accord. Et c'est une chanson qui est là pour briser tous les... Enfin, quand on connaît toute la chanson, Envole-moi, il brise toutes les voix, etc. Me laisse pas là, etc. Et l'Alia, c'est vrai que c'est un challenge, d'accord. C'est difficile, il faut se battre. Et ce titre, je trouve qu'il va très bien ici en Israël. Mieux que Je marche seul, par exemple. Mieux que Je marche seul, exactement. Comme toi, ça dépend. Mais que la musique est bonne, ça pouvait marcher. Bon, on va pas refaire le truc. Le titre, il est là maintenant. Mais il suffirait d'un signe pour qu'on puisse s'installer ici. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent toujours le signe avant de faire l'Alia. Je pense qu'on pourrait faire une conversation. Avec les titres. Si tu reprends tous les titres de Jean-Jacques Goldman, tu t'apercevras qu'en fait, ça correspond vraiment. Si notre ami Lara était là, il dirait que c'est un parcours psychologique au travers de ses chansons. Mais c'est ça qui plaît d'ailleurs, parce que c'est très organique. Chaque titre amène une partie de sa vie, mais seulement dans le titre. Tu comprends déjà où il se trouve dans sa vie, où est-ce qu'il se positionne. Je te donne, par exemple. Voilà, ça c'était Les Enfoirés. C'est très bien. Direct. Ronnie. Oui. Alors, le programme de ce spectacle. Alors, donc des chansons, des chanteurs. Vous doutez bien que je ne vais pas vous dévoiler les titres qu'on va chanter, mais on en a déjà cité quelques-uns. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de rendre hommage à Jean-Jacques Goldman. On a eu un objectif très simple qui a été de ne surtout pas dénaturer l'esprit Jean-Jacques Goldman. Parce que Goldman, c'est un esprit, c'est une orchestration qui est ficelée, c'est des instruments, des sons qui sont choisis. Et pour la petite anecdote, les musiciens qui ont reçu les textes, les choses à travailler, ils ont eu des consignes très précises. L'idée, c'est non pas de copier, mais en tout cas de rester vraiment dans ce monde de Jean-Jacques Goldman. Donc on a choisi, on sait qu'il y aura beaucoup de puristes de Goldman qui seront là, et on a tous une chanson en tête de Jean-Jacques Goldman. Ronnie, en plus, avec un orchestre extraordinaire sur scène. Oui, on a la chance d'avoir parmi les meilleurs musiciens de la scène israélo-française, des 6 musiciens sur scène qui sont exceptionnels, vraiment, vraiment. Ils travaillent dur. Certains ne connaissaient pas Jean-Jacques Goldman du tout, puisque c'est des Israéliens, mais je leur ai envoyé les musiques pour qu'ils se mettent vraiment l'ambiance Goldman dans la tête. Et finalement, à ma grande surprise, ils m'ont dit en fait c'est de la pop. C'est de la pop Goldman. Nous, on ne l'a jamais vu sous cet angle-là, mais il joue. Et puis quand on connaît les influences de Jean-Jacques Goldman, les influences de Goldman, c'est les Pink Floyd, c'est Bob Dylan, donc c'est les Beatles. Donc finalement, c'est exactement très blues aussi. Donc voilà, on est en plein dedans.
Et c'est quoi alors, Thierry? Alors vous connaissez, vous êtes vraiment musicologue. Voilà, passionné. Passionné. Mais après le sourire, la musique, c'est ma deuxième passion. C'est du pop. C'est du pop. C'est de la vraie pop avec des influences. On retrouve même certaines influences de Neil Young à l'intérieur de sa musique, dans certaines orchestrations. Il ne faut pas oublier non plus qu'il vient d'une famille ashkénaze. Hein, Goldman, on peut tous la voir. Hein. Vous connaissez la blague du film La vérité c'est jugement. Je peux vous avoir Goldman. Voilà, c'était pas la même chose. Mais c'est un ashkénaze avec toutes ses racines et avec toutes ses valeurs. Il connaît la musique. Il la connaît, il l'apprend dès son plus jeune âge, à partir de 6 ans, avec le violon d'abord. Il apprend le violon, ensuite il apprend le piano, et ensuite, il n'accroche pas tellement en fait, mais il apprend ces valeurs-là. Et quand est-ce qu'il découvre sa passion pour la guitare? En fait, quand il a une enfance un peu solitaire, mais ensuite il intègre les EI, les éclaireurs israélites de France. Oui. De 58, et moi aussi, troupe Gamzon. Donc ça forme quand même pour être un petit peu... Non mais les éclaireurs, il n'a pas été aux EI. Il était aux EI, les éclaireurs israélites de France. Donc de 58 à 68, il est aux EI. Et c'est là qu'il découvre sa passion pour la guitare, au coin du feu, du camp. Voilà. Donc là, ça forme. Et donc automatiquement, dans sa musique, on retrouve les racines du violon, on retrouve les racines de toute cette ambiance qui nous touche et qui touche tout le monde en fait, parce qu'en fait dans sa musique on retrouve à chaque fois des choses qui vont pénétrer à l'intérieur, non seulement dans les textes mais aussi dans la profondeur de sa musique, sous un décor de rock, de pop, de blues, mais derrière il y a quelque chose qui reste. C'est pour ça qu'il fait mouche. C'est pour ça qu'il fait pour nous. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il fait mouche à chaque fois. Bon, il y a certains titres où il a écrit vraiment pour nous, comme non, quand je dis pour nous, c'est personnellement. Je ne parle pas au sens communauté. Non, je te donne, c'est vraiment une chanson pour nous. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Voilà. Et surtout la suite. Et l'humour et l'amour sont notre trésor. Voilà, tout à fait. Donc on a vraiment. Ce côté solitaire dont vous parliez, c'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui sa timidité ou se mettre à l'écart comme ça. Ça serait très difficile de prendre une position. On pourrait faire d'ailleurs certains. Il peut pas de toute façon décider de faire une date. Certains ont fait plusieurs hypothèses en se disant voilà, il est peut-être parti pour ci ou pour ça. Personne ne saura jamais. Il y a que lui qui sait vraiment. Mais c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, en suivant son parcours, non serait-ce qu'au niveau des titres des chansons, on arrive à comprendre où il se trouve dans sa vie à chaque fois. Et la nôtre aussi, parce qu'il touche notre histoire directement. Exactement. Il y a des titres qui ont accompagné. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé très tôt, parce que en fait, il a commencé à faire un petit groupe de musique avec des copains. Ensuite, il a intégré Taifong en 1975 avec Sister Jane. Tout le monde se rappelle de ça. Hein. Bon, on était tout jeunes. Quels aigus. Hein, mais bon, c'était quand même quelque chose. Et puis les cheveux longs, c'était vraiment l'époque. Ils se font. Puis ensuite, il suffira d'un signe. Donc là, ça lui permet vraiment de se propulser, sortir son album fétiche. Et d'ailleurs, tous les titres de cet album montrent à quel point, je les ai notés là, parce qu'il y en a tellement qui ont marqué cette époque. Bon, quand la musique est bonne, au bout de mes rêves, comme toi et toutes mes chaînes. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point ça c'est déjà en 1981. En 84, une fois qu'il a digéré sa réussite, on dirait, il sort un album qui s'appelle Positif. Ça veut tout dire. Et Envole-moi, donc dedans, encore un matin, et je chante pour ça. Il est super gay, il est super positif, il est en up total, là. Tout va bien, il est parti complètement. En 85, il se recherche un petit peu encore, ça s'appelle non homologué. Il sépare entre les deux. Je te donne, pas toi, elle attend, je marche seul, confidentiel. On ne sait pas trop exactement où il sait pas trop où il va. Et puis en plus, après, entre 87, entre gris clair et gris foncé. Ça veut dire quoi? Des couleurs, hein? Il est entre les deux. D'ailleurs, et là, il écrit. Il y a un double album d'ailleurs. Voilà. Et là, il écrit là-bas, et on se rappelle le clip avec la jeune fille qui malheureusement est décédée quelques temps après, qui avait une très belle voix. Voilà, puisque tu pars. Donc il y a toute cette série de chansons. Et puis ensuite, il trouve enfin une voix où il commence à faire des duos. Alors il y a Michael Jones, la grande collaboration avec ce chanteur anglais. Carol Fredericks, l'américaine. Ils font le trio. Et puis ça donne tout ce qui est tout autour, à nos actes manqués. Il s'intègre totalement. Voilà, il s'intègre totalement avec Coluche et Véronique Colucci. Ils étaient très proches, des amis très proches ensemble. Il rentre pour aider les Restos du Cœur, il devient parent des Restos du Cœur de 1986 jusqu'à 2016 avec les Enfoirés. C'est lui qui supporte complètement, il est parrain pendant 6 ans et ensuite il est toujours présent et il supporte.
Après, il refait encore un autre album qui s'appelle En passant en 97. C'est un des meilleurs. Voilà, avec Quand tu danses, Sache que je, Bonne idée, et ainsi de suite. Et puis son dernier album studio, puisqu'après il y a beaucoup de compilations, il y a beaucoup de disques qui sortent. Son dernier album, exactement, Chanson pour les pieds, en 2001. 2001, avec un titre qui est très très fort, qui s'appelle Tourne les violons, qui a marqué les esprits et qui, moi je l'entends tout le temps, il tourne tout le temps en boucle, c'est une chanson tellement forte. Et c'est quelque chose qui lui a permis, cet album, de vendre ce qu'on appelle d'avoir un disque de diamant. Il a vendu 1 million d'albums en un an sur ce disque-là. Il faut savoir que Jean-Jacques Goldman, c'est quand même la personnalité préférée des Français de 2013 à 2017. Il y a eu une petite interruption, je crois, en 2016, personnalité préférée des Français, et il a vendu à ce jour plus de 30 millions d'albums. Et il reste aujourd'hui une des préférées de toute manière. Et il a une deuxième carrière, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'il est auteur pour d'autres. Il est auteur pour d'autres, et énorme. c'est pour ça qu'on peut peut-être supposer que tout va bien. Il n'a pas besoin de refaire des concerts parce qu'il est en place. Il écrit pour Johnny avec l'album Gang qui est un des plus bels albums. Il écrit, on en parlait tout à l'heure, Astérix et Obélix. Il écrit la musique, la bande originale du film Astérix et Obélix. Il écrit pour Céline Dion. Il va également relancer la carrière de Florent Pagny, voilà. Où ça va pas du tout. Tout à fait. Gérald de Palmas, enfin c'est... Garou, il écrit pour Garou, il écrit pour un tas de personnes. Et il y a quelque chose qui n'est pas très connu. Il écrit une chanson incroyable qui a fait un succès international, qui s'appelle Aïcha. Oui. C'est lui qui a écrit Aïcha pour Khaled. Donc il touche à tout, et donc ça, pourtant il n'est pas Ashkenaz, il n'est pas séfarade, mais Aïcha, ça a fait un carton. Le mélange était exceptionnel. Donc, il refera un album, lui ? Pas sûr. Il pourrait en faire un comme ça, mais peut-être qu'il n'a pas la mood, tout simplement, l'envie. Il a quitté la France, il est parti. Il était dans le sud de la France, puis après... Maintenant, il est parti à Londres. Il est parti à Londres. C'est installé à Londres pour l'éducation de ses enfants. Alors, je voudrais revenir, Ronnie, sur quelque chose d'important, c'est sa voix. Sa voix, c'est une voix particulière quand même, compliquée. Comment on fait pour aller... début d'ailleurs. Frédéric Lerner, je sais qu'il a un peu ce timbre-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une petite anecdote, c'est que Goldman, à un moment où il est très critiqué pour sa voix, il va subir des critiques terribles et il va se payer une double page dans Libération en marquant toutes les critiques et en écrivant à la fin « Merci d'être venu quand même ». Donc il s'adresse au public, c'est extraordinaire. Et c'est une voix qui était très haut perché, donc il a eu beaucoup de critiques. Et ça a été difficile, puisqu'on revient au spectacle qu'on fait en son honneur. Le 12 décembre, je rappelle. Ça a été très difficile de trouver des chanteurs qui soient dans sa tonalité, puisque si on baisse trop, c'est un peu technique, mais si on baisse un peu trop la tonalité, on perd la pêche de Jean-Jacques Goldman. Mais pour tenir la tonalité de Jean-Jacques Goldman, il faut se lever de bonne heure. Et pour une femme, ça peut être un peu bas, justement. Pour une femme, c'est plus compliqué. Et je peux révéler un petit secret, c'est que Frédéric Lerner, donc, qui vient, je l'ai appelé au téléphone et je lui ai demandé, j'ai dit, bon, tu baisses de combien les tonalités pour chanter Jean-Jacques Goldman, il m'a dit, je baisse pas. Donc il est sur la tona. Et il y a une chose qu'on ne sait pas non plus sur Frédéric Lerner, parce que c'est quand même c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Et il a eu un succès en 2001 d'une chanson qui s'appelait Si tu m'entends. Ça a été le premier succès de Frédéric Lerner. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que l'auteur de cette chanson n'est autre que Jean-Jacques Goldman. Et qu'il a écrit cette chanson sous un pseudo. Donc il y a déjà une... Il y a une filiation entre les deux. Je sais pas. Vous ne connaissez pas le spectacle. Non, non mais c'est vrai, est-ce que vous vous contentez de... Enfin, est-ce qu'il y a les chansons, les albums de Jean-Jacques, ou est-ce qu'il y a aussi celles qu'il a écrites pour d'autres? Jean-Jacques Goldman, d'abord il faut savoir que c'est le seul artiste qui a commencé une carrière solo et qui l'a réussi, et qui ensuite est passé dans des duos et des trios. Souvent, c'est l'inverse qui se passe. Ouais. Ça prouve le bonhomme qui est quelqu'un de... La puissance de la générosité. Et effectivement, on va bien sûr consacrer une partie à ses chansons pour les autres. Forcément. Il suffirait d'aimer. Alors, par exemple, un petit jeu très rapide avant de conclure. La chanson préférée, vous êtes obligé. Ma chanson préférée, obligé. C'est Veyeta. Oh non, c'est la mienne. Ah, c'est la mienne. Vous avez 30 secondes pour réfléchir. Il a écrit pour moi celle-là. Pour moi, il suffirait d'un signe. Moi, c'est On ira. Elle a fait un bébé toute seule, non, je déconne. On ira, j'ai appris à la guitare. Oui, alors oui. Non, moi je pense que c'est Bonne idée. Bonne idée. Très compliqué. Mais allez, je ne vous parlerai pas d'elle. Ah ouais. Ah, ils vous ont piqué toutes les... Allez, ben c'est en dernier. Non, mais moi j'ai dit Veyeta, c'est... Ah non, Veyeta, je peux pas, c'est ma chanson. Comment? Des bouts de moi.
J'ai laissé des bouts de moi au creux Oui, de j'adore chaque aussi. endroit. Ah, parce Mais que je je préfère préfère bien, le micro. Donnez le micro. Voilà la tonalité. Voilà, en live, c'est bon. Elle a- Et vous, c'est quoi? Moi, j'ai dit on ira. On ira. Et alors, il y a une chanson C'est bien, voilà. Et pour l'appel pour la Tzedaka, c'est je te donne. C'est Je ne vous parlerai pas d'exactement. Johan, conclure, alors Laquelle? Moi, j'ai dit veillez tard, hein, je reste Tard, dessus. ok, vous restez Je dessus. suis bloqué Bon, dessus. alors très bien, on ira tous voir les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. Batsheva, on est d'accord, c'est le 12 décembre, c'est au théâtre Guécher, juste à côté d'ici, à Jaffa. Yafo, avec Frédéric Lerner, Véronique Zoé Nolan, Steve Depaz, Ronnie Cohen, merci beaucoup. Merci, Batsheva, décidément, Batsheva Calfon, de Batsheva Productions. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci pour vos lumières, Thierry Marek. Avec plaisir. Je ne savais pas, on a découvert Oui, voilà, que vous avez aussi une... Ça donne envie de lui écrire une petite lettre à Jean-Jacques. J'ai envie de lui confier. En tout cas, on est Et alors, attendez, surprise, Léa me dit qu'il est en ligne avec nous. Jean-Jacques Goldman en ligne avec nous. Mais là, on me dit que non, la ligne ne marche pas. Donc C'est avec l'onde, c'est le décalage horaire. confidentiel. Merci beaucoup, C'était le Renata, titre de la Fiona chanson. Halimi. Merci beaucoup. Et voilà, on se retrouve. C'est la fin de cette émission. Et voilà, on est triste toujours d'avoir une fin d'émission, mais c'était agréable de parler de Jean-Jacques Goldman. Et merci à tous les chroniqueurs, merci à Jo Lévy, à la réalisation, à toute Envole-moi. l'équipe technique. Ça sera le mot de la fin. Envole-moi, voilà. Surtout, envolez-vous avec nous ce soir-là. Envolez-vous. Merci encore à tous, merci à David Silbon, à l'artistique évidemment, à Liron Chemouni de Anatel, merci à tous, surtout à vous téléspectateurs de votre fidélité. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau Bienvenue chez vous, envolez-vous. À plus, à plus, à plus, à plus.